Ce sont deux médecins sénonais, deux médecins résistants, deux médecins qui se connaissaient et deux médecins qui se sont retrouvés au Struthof, qui du Struthof sont passés au camp de Dachau. Tous les deux ont été libérés, ont survécu à la déportation. André Rago est né en 1909, il avait deux sœurs aînées. Il était dans une famille heureuse, il a fait des études secondaires, puis des études de médecine. Donc André Rago est arrivé en 1935, il a travaillé avec le docteur Potier, il s'est marié André Rago en 1936 et en 1937 le docteur Potier lui a dit eh bien reprends ma clientèle, qui était une grosse clientèle. Et il s'est très vite spécialisé dans les accouchements et en particulier il a été un défenseur de méthodes qui étaient assez révolutionnaires qu'on appelait à l'époque l'accouchement sans douleur. Les motivations des gens qui ont fait de la résistance sont la volonté de libérer le pays, parce que vivre sous une occupation, c'est quelque chose, tous les témoignages le montrent, d'insupportable. Et la deuxième motivation des résistants, c'est la défense de la démocratie. Revenir à la République et aux libertés fondamentales. Le docteur Rago était quelqu'un qui était profondément humaniste, hein, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aimait son prochain, c'est quelqu'un qui était très dévoué et c'est quelqu'un qui était républicain. On comprend qu'il se soit engagé. Très vite, le docteur Rago a cherché à aider les résistants en tant que médecin. Quand les jeunes Français ont été obligés de partir travailler en Allemagne, septembre 1942, la première loi, mais surtout février 1943, le service du travail obligatoire, André Rago, en tant que médecin, voyait les jeunes qui étaient obligés de passer une visite médicale avant de se présenter aux Allemands et de partir en Allemagne. Et il trichait sur ces visites médicales en s'efforçant de trouver des maladies ou des défauts aux hommes afin qu'ils ne partent pas. Il a trouvé une filière permettant aux jeunes Français sénonais qui le souhaitaient de quitter la France pour rejoindre le général de Gaulle à Londres et combattre dans les forces françaises libres. Des Sénonais savaient qu'il pouvait leur donner la clé pour partir. Donc on allait chez le docteur Rago, on disait qu'on voulait rejoindre le général de Gaulle, il donnait des indications. Alors dans un premier temps, il envoyait chez son père qui habitait Chalon-sur-Saône, juste à côté de la ligne de démarcation. Là, il y avait des passeurs qui la nuit discrètement faisaient passer la ligne de démarcation. Et ensuite, il envoyait les gens au Pays Basque. Et là, arrivé au Pays Basque, à Saint-Jean-Pied-de-Port, il y avait des passeurs. Ces passeurs leur faisaient traverser les Pyrénées. Ça prenait plusieurs heures. Selon la saison, c'était plus ou moins difficile. Et ensuite, ils devaient se débrouiller. En février 1943, la filière a été trouvée par les Allemands sur les Pyrénées. Une douzaine de Sénonais ont été arrêtés et deux jeunes hommes qui avaient demandé à Rago à partir ont fait demi-tour. Mais c'est que leurs copines à ces deux garçons, qui n'avaient aucune envie d'aller rejoindre le général de Gaulle, et qui avaient simplement envie de rejoindre leurs copains et qui ne se rendaient pas compte des enjeux, leurs copines sont allées trouver le docteur Rago en lui demandant de leur indiquer le chemin à suivre. Il a vu que ces filles n'étaient pas faites pour ça et il ne leur a rien dit. Elles sont parties d'elles-mêmes, et puis arrivées au pied des Pyrénées, elles n'ont pas trouvé les copains, elles sont revenues à Sens, et elles ont beaucoup parlé. Et elles ont prononcé plusieurs fois le nom du docteur Rago. Comme le sous-préfet de Sens était quelqu'un qui était très favorable aux Allemands et qui surveillait d'un œil le docteur Rago, il a enquêté et il a vraisemblablement donné son nom aux Allemands. Le docteur Rago a été arrêté en juillet 1943. Prison de Sens, prison d'Auxerre, longtemps la prison d'Auxerre, prison du Cherche-Midi à Paris. Octobre 1943, il est à Paris. Novembre 1943, il arrive au camp du Struthof. Dans Lyon, les médecins sont surreprésentés dans la résistance. Le docteur Jean de la Reberette, il avait 4 ans de moins que le docteur Rago, et voici comment il a été amené à la résistance. Il y a beaucoup d'avions qui survolaient le ciel du Sénonais, qui venaient d'Angleterre et qui allaient jeter des bombes sur l'Allemagne. Nous sommes là en 1943. Quand les avions étaient descendus,
les aviateurs sautaient en parachute ou mouraient dans la chute de l'avion, mais souvent ils sautaient en parachute. Mais il y en avait beaucoup, il y en avait des dizaines et des dizaines. Hein. Et le but d'un aviateur qui a été descendu, c'est, une fois touché le sol, de pouvoir ne pas se faire prendre par les Allemands pour pouvoir retourner en Angleterre et recommencer une mission, parce que les aviateurs, c'est quelque chose de rare, il n'y en avait pas beaucoup. À la fin de 1942, un avion tombe et plusieurs de ces aviateurs sont rescapés. Un Canadien du nom de Perceval Smith marche un petit peu dans la nuit, il trouve une ferme, le fermier l'a emmené dans une maison proche où il savait que les gens parlaient anglais et que les gens étaient favorables à la résistance. Cette maison proche, c'était le petit château de Cerbonne et la maîtresse de maison, c'était Madame Jeannot. Et Catherine Jeannot s'est tournée vers son ami le docteur Jean de la Reberette. Ben, passe-moi quelques habits pour mon aviateur. Et l'affaire s'est bien passée. Et le docteur de la Reberette lui a dit j'aimerais bien maintenant en faire plus pour la résistance. Donc elle l'a emmené à Paris, où il est entré en contact avec des responsables de réseaux parisiens. Il est devenu le représentant d'un réseau, mais qui était un réseau de renseignement. Il a développé son réseau, qui porte un nom un peu compliqué, le réseau Vélite Thermopyle, dans tout le Sénonais, un réseau qui fonctionnait bien. Et lui, il a été arrêté pour une des raisons majeures des arrestations dans la résistance, c'est que le réseau à Paris a été infiltré. À partir de là, même évolution, prison de Sens très peu de temps, prison d'Auxerre, Paris et déportation, où il se retrouve au Struthof, où il va retrouver, parce qu'il se connaissait bien sûr, le docteur Rago. Les voilà donc tous les deux au Struthof, qui était un camp très très dur, classé NN, Nacht und Nebel, c'est-à-dire que les déportés NN étaient classifiés comme des déportés qui devaient disparaître dans la nuit et le brouillard, c'est-à-dire qu'on ne devait jamais savoir en France où et comment ils étaient morts. Ça, c'était pour faire régner une sorte de terreur supplémentaire encore sur le devenir de ces gens-là. Dans un premier temps, Rago n'a pas été classifié comme médecin, et donc il était au régime le plus dur, parce que incontestablement, classifié comme médecin avec une fonction de médecin, même si on soigne peu et très mal parce qu'il n'y a pas les moyens, on est moins maltraité par les Allemands. On arrivait au camp, souvent on n'y restait pas, on était envoyé dans un commando de travail. Et Rago a été envoyé dans le même commando que Jean Léger, qui est une figure de votre établissement. Ce commando de Cochem, qui est un des plus abominables commandos des camps de concentration allemands. C'était une sorte de champignonnière dont il fallait vider la terre pour faire un tunnel. Les nazis qui commandaient étaient particulièrement sadiques et la mortalité était effroyable. Quand Jean Léger en est sorti, il était presque mort, et pour Rago c'est pareil. Mais comment pouvions-nous nous douter que ce lieu serait pour nous un enfer ? Que nous serions là plus malheureux que des chiens, car des chiens, on peut les battre, ne pas les nourrir, mais on ne les fait pas travailler comme on nous a fait travailler là, en nous battant et sans nous nourrir. La vie fut hallucinante, le travail harassant, notre existence s'en allait chaque jour sous les coups, sous le travail et par manque total de nourriture. Et de retour au camp du Struthof, il a été considéré comme médecin et il était à l'infirmerie, au revire du camp. À partir de ce moment-là, il a déployé son activité de médecin. Mon moral est rehaussé considérablement. Quelle satisfaction de travailler de son métier, de se retrouver ainsi soi-même en accomplissant les gestes d'autrefois. J'ai un travail effarant. On reçoit les dysentériques qui meurent rapidement, les œdèmes, maladie de carence due à la nourriture trop liquide. Beaucoup meurent de dysenterie terminale ou de défaillance cardiaque. Les guéris ne le sont qu'apparemment, car après une semaine de station debout, ils reviennent. Une grande pièce reçoit des maladies pulmonaires. Je trouve beaucoup de pleurésie dont la température se met rapidement à osciller et dont la ponction relève alors une purulence. Il a retrouvé de la Reberette. Un matin, on m'avait annoncé l'arrivée de Français avec quelques médecins, dont un Sénonais. Pensant au docteur de la Reberette, je grimpais à quatre pattes l'escalier qui me conduisait à la plateforme supérieure, où les nouveaux étaient rangés. Et je reconnus mon confrère, arrêté le 15 juin 1943, qui, par bonheur pour lui, était resté un an à Fresnes avant d'être déporté.
En me voyant, il resta stupéfait. Et il a retrouvé également d'autres Sénonais qui ont constitué en quelque sorte une petite communauté qui se retrouvait en cachette. Mais le camp du Struthof, il est en France. Et la France est libérée à l'automne 1944. Les Américains arrivent près du Struthof. Et à ce moment-là, les Allemands évacuent le camp du Struthof pour le camp allemand de Dachau. Le 8 octobre, cela fait 1 an que j'ai quitté la prison d'Auxerre et que sacré NN, j'ai disparu du monde civilisé. Et là, de la Reberette, Rago se retrouve dans ce camp où ils vont être jusqu'à la libération par les Américains. La dysenterie, due à la mauvaise nourriture, au froid, à la promiscuité, au manque d'hygiène, affection terminale de tant d'êtres squelettiques, était la maladie qui donnait alors la plus forte mortalité au camp. Son pourcentage de 40% dans la mortalité ne fut égalé que par le typhus. Une infection très contagieuse. La transmission se fait par l'intermédiaire des poux. La température s'élève à 40 degrés, s'accompagnant d'une céphalée intense, de courbatures. Le malade est prostré. Un regard vide, hébété, dans un visage dénué de toute expression, la démarche oscillante. Dans toutes les pièces, des affiches avec une tête de mort, Achtung, typhus, Einlaus, dein Tod, attention typhus, input, ta mort. Dans ces baraques surpeuplées où les moribonds et même les morts séjournaient plusieurs jours sur les paillasses avant d'être admis à l'infirmerie ou emmenés sur le mort express au crématorium, les habitants de ces baraques s'épouillaient le matin afin de passer la journée à peu près sans parasites. Mais chaque nuit, leurs efforts étaient réduits à néant. Le linge n'était changé qu'une fois par mois environ. Les paillasses étaient remplies de vermine et chaque matin à l'épouillage, la chemise contenait quelques 200 poux. Comment passer à travers l'épidémie ? Rago a bénéficié de l'aide de la Reberette et l'inverse, parce que tous les deux ont attrapé la maladie la plus courante dans les camps, qui était le typhus, et qui faisait de très fortes fièvres et qui faisait mourir très vite. Ils ne l'ont pas eu en même temps, ils se sont soignés l'un l'autre. Un jour, quelle ne fut pas ma stupéfaction de rencontrer à l'entrée du revire 2 Sénonais, les frères Berthélemy. Ils faisaient partie à Sens d'un groupe franc avec les 2 frères Paquet que j'avais recrutés peu avant mon arrestation. Les Berthélemy furent arrêtés dans le Midi comme réfractaires, après avoir voyagé avec une valise remplie d'explosifs qu'un soldat allemand les aida à porter. Tous 2 étaient ici affectés à un bon commando. Ils firent profiter de leurs larcins alimentaires un bon groupe de camarades, Crousier, l'abbé Quichot, la Reberette et moi-même, tant que j'en ai eu besoin. Alors, quand on pouvait connaître quelqu'un aux cuisines, c'était presque une assurance vie parce que en cachette, on vous gardait quelques pommes de terre ou quelque chose comme ça. Les rations sont plus abondantes qu'au Struthof. La soupe est plus épaisse. Il y a souvent des pommes de terre. Mais cette aubaine ne durera pas longtemps. Au camp, Rago a véritablement eu un rôle d'aide aux gens qui avaient le typhus et qui avaient d'autres maladies, et il se dépense beaucoup à essayer de soigner ou à aider à mourir les gens qui sont dans ces blocs. Je suis affecté à la chambre 3 du bloc 9. J'ai peu de travail, cette salle ne contenant que de petits chirurgicaux. Je passe mon temps comme je peux, emmenant les malades aux douches ou sur un brancard à la salle d'opération. J'ai beaucoup de peine à porter un brancard, car je suis encore très affaibli, amaigri, et mes jambes sont toujours enflées. Ils sont libérés par les Américains fin avril 1945, mais Rago reste encore plus de 15 jours parce que dans le camp, quand on le libère, il y a des centaines de gens, d'hommes qui sont presque morts, et il reste pour soigner avant d'être rapatrié lui-même. Je pense qu'il est très très affecté moralement. Lui qui était humaniste, il est très pessimiste sur la nature humaine.
D'une part, dans Lyon, avec quelques camarades, ils font des tournées de conférences qu'ils appellent la croisade des déportés. Ils vont dans les villages, ils prennent la parole pour expliquer ce que sont les camps de concentration. Et d'autre part, il est allé en Allemagne, il est allé à Metz pour témoigner au procès des bourreaux. Il a témoigné en 1946, en 1947 et encore en 1954, quelques mois avant sa mort, pour témoigner au procès du commando de Cochem, où il était allé, et des responsables du Struthof. Et il est mort très tôt et très jeune, parce qu'il est mort en 1954. Les Sénonais en ont été très affectés. Il y avait des centaines et des centaines, peut-être des milliers de personnes qui ont assisté à ses obsèques en 1954. Le docteur de la Reberette, lui, a continué d'exercer à son retour. Il s'est établi à Paris et il est mort au début des années 80. Il a écrit aussi un petit livre qui doit s'appeler « De l'expérimentation humaine ». Là, c'est une étude sur l'utilisation des hommes par les nazis pour faire des analyses médicales, entre guillemets.